Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Talendier et du ministère des Armées, présentent Eisenhower, le chef de guerre devenu président, de Hélène Arter, lu par Laurent Moreau. Introduction. Le 27 mars 1990, démocrates et républicains du Congrès se retrouvent pour honorer le souvenir de Dwight Eisenhower, 1890-1969, en ce 100e anniversaire de sa naissance. Tous arborent un pins « I like Ike », « J'aime Ike », en souvenir de sa campagne présidentielle de 1952. Une unanimité rare dans la vie politique américaine. L'hommage se poursuit à la Maison-Blanche où le président George H.W. Bush explique que l'Amérique aime toujours Ike. Nous l'aimons parce que c'était un homme de caractère. La bonne volonté le caractérisait. Il était de ceux qui cherchaient à apaiser et pas à diviser. Et il avait une foi profonde en Dieu. Et il croyait que l'Amérique était bénie de Dieu. L'Amérique aime Ike parce qu'il nous aimait. Il était l'un des nôtres. La plupart des présidents essaient de sauver le monde après avoir été élus. Lui, il a commencé un peu plus tôt. Peu d'hommes ont été plus sévèrement mis à l'épreuve. Pensez-y. 3 longues années, des déserts d'Afrique du Nord aux plages de Normandie, 3 longues années, le destin de millions de braves combattants entre ses mains. Et le président de poursuivre, c'était un géant en matière de politique étrangère. Il a incarné la décennie même où il était président et reste le symbole vivant de la liberté, dans son pays et à l'étranger. Dwight Eisenhower a marqué son époque comme peu d'hommes. Il a été un des acteurs majeurs de l'histoire américaine, mais aussi mondiale, de la Seconde Guerre au début des années 1960. Et durant ces 20 années, à la différence de ses contemporains Winston Churchill et Charles de Gaulle, il n'a pas connu de traversée du désert. Il a été chef de guerre. À la tête d'une coalition sans précédent, il a réussi 5 débarquements en Afrique du Nord, en Sicile, en Italie, en Normandie et en Provence, qui lui ont permis de libérer la France et l'Europe occidentale et d'obtenir la reddition de l'Allemagne nazie. Cela lui a valu d'appartenir au club très fermé des officiers américains aux 5 étoiles, mais aussi de devenir une figure éminemment populaire. 5 ans plus tard, en 1950, alors que le monde est entré en guerre froide et que la guerre de Corée semble sans fin, il est choisi par les responsables occidentaux pour mettre sur pied les forces armées de l'OTAN. Mais Dwight Eisenhower n'a pas été qu'un général victorieux. Il a été aussi un homme d'État. Le 34e président des États-Unis, 1953-1961, qui a dirigé une Amérique sûre de son American Way of Life, de sa superpuissance économique, politique et militaire, et qui incarne par excellence le temps du siècle américain. Sa présidence a été rythmée par des crises de politique étrangère, à l'instar de celle de Suez en 1956. Mais l'Amérique a connu avec lui 8 années de paix. Une situation qui ne se reproduira plus avant les années 1990. Les Américains lui ont surgré en le réélisant en 1956, ce qui n'était plus arrivé à un président républicain depuis Ulysse Grant en 1872. C'était un modéré, un président du milieu de la route, selon son expression, qui aurait bien du mal à se reconnaître dans l'état actuel de son parti. Eisenhower s'est distingué aussi par ses liens avec notre pays, et pas seulement en raison de la campagne de France, 1944 et 1945. Il y a en effet vécu plusieurs mois en famille dans les années 1920 et au début des années 1950. Ses fonctions l'ont conduit à travailler avec de nombreux responsables français. Sa relation avec Charles de Gaulle s'étend ainsi sur 26 ans,
du débarquement en Afrique du Nord en novembre 1942 à sa mort en mars 1969, entre différends nationaux et respect mutuel. Étonnamment, Dwight Eisenhower n'a fait l'objet d'aucune biographie en français. Cela tient au primat donné aux présidents les plus connus, tels Franklin Roosevelt et son successeur, John Kennedy. Son action est par ailleurs clivante en France. Il est l'homme du 6 juin, mais aussi des tensions avec le général de Gaulle autour de l'indépendance nationale, aussi bien pendant la guerre que pendant sa présidence. Ses fonctions à l'OTAN, puis son rôle de leader du monde libre, lui ont aussi valu l'hostilité dans une France en guerre froide où 1 électeur sur 4 votait pour le Parti communiste. Au-delà de sa personne, ce silence est le signe de la complexité des relations franco-américaines, faites d'amitié mais aussi de tensions récurrentes. La géographie parisienne résume bien ces ambiguïtés. Il existe une avenue du général Eisenhower dans le 8e arrondissement, au niveau du Grand Palais. Elle s'étend cependant sur à peine quelques centaines de mètres et n'a pas la majesté de l'avenue Franklin Roosevelt. C'est par ailleurs avant tout le général de la Seconde Guerre mondiale qui est honoré par ce geste. La voie est baptisée en 1974 pour le 30e anniversaire du débarquement en Normandie, alors que cela fait déjà 13 ans qu'il n'est plus président, une éternité en politique, et qu'il est mort depuis 5 ans. Ce désintérêt relatif est à mettre sur le compte de la manière dont son action présidentielle a été longtemps évaluée. En 1960, son vice-président et successeur naturel, Richard Nixon, est battu aux élections par John Kennedy, qui dénonce une administration Eisenhower immobile et propose une nouvelle frontière qui rendra à l'Amérique sa grandeur et son dynamisme comme au temps des pionniers et de la frontière. Les chercheurs américains comme français brossent d'ailleurs le portrait d'un président soumis au monde des affaires, qui a beaucoup délégué à ses ministres, les secrétaires dans le vocabulaire politique américain, et passé l'essentiel de son temps à jouer au golf. Il faut dire que beaucoup d'entre eux sont proches des démocrates, à l'instar d'Arthur Schlesinger. Les affres de la guerre du Vietnam, puis le scandale du Watergate qui provoque la démission sans précédent de Richard Nixon, favorisent la réévaluation de sa présidence. L'ouverture progressive des archives de sa bibliothèque présidentielle permet aussi d'écrire une histoire plus complexe. On y trouve ses archives personnelles et officielles, ainsi que de nombreux documents déposés par ses principaux collaborateurs. Elles permettent à Herbert Parmet d'écrire en 1972 un « Eisenhower et les croisades américaines » qui brosse le portrait d'un président investi dans ses dossiers et au cœur de la fabrique de sa politique étrangère. Le politiste Fred Greenstein va plus loin au début des années 1980 avec le concept de la main cachée. Il décrit un président discret en public sur les sujets clivants, comme la déségrégation raciale, mais qui utilise toute son influence en arrière-plan pour faire évoluer les choses. C'est dans ce contexte que paraît en 1983 la biographie de Stéphane Ambrose, qui va pendant longtemps faire figure de référence. Elle est d'ailleurs traduite en français dès 1986. L'historien réalise un important travail de mise à nu de la vie d'Eisenhower, salué par tous. Il offre une lecture du personnage axée sur la guerre et les relations internationales, sans intégrer les apports de Greenstein, périphériques pour son approche du personnage. Il faut en effet attendre les années 2000 pour que les chercheurs qui travaillent sur Eisenhower déplacent leur regard vers la politique intérieure et les sujets sociétaux. David Nichols relie ainsi sa contribution à la cause des droits civiques. Ces études permettent d'envisager des approches globales de sa présidence, à l'instar de celle que mène William Hitchcock. Parallèlement, la recherche progresse grâce au renouvellement que connaît l'histoire militaire. Il n'est plus question d'une histoire bataille qui se limiterait à l'étude des opérations militaires. Désormais, ce champ d'études pense une histoire plus sociale et culturelle. Ambrose, lui, n'est plus en mesure de prendre ses tournants et d'actualiser sa biographie, il meurt en 2002. Penser Eisenhower à sa suite dans sa double dimension militaire et civile demeure un défi. Les spécialistes d'histoire militaire ne sont pas des historiens du politique ou des politistes, et vice-versa. Rares sont les ouvrages qui arrivent à dépasser cette difficulté, à l'instar du livre du politiste Jean Edward Smith.
La plupart du temps, on reste cependant sur une frustration. Les années antérieures à 1942 et à sa prise de commandement en Europe sont généralement abordées de manière très rapide, comme si Eisenhower naissait général à l'âge de 50 ans. C'est négliger une période qui couvre quand même les 2/3 de son existence. Or, se centrer sur les périodes où il est en responsabilité revient à faire comme s'il avait été prédestiné à ses succès finaux. S'il est vrai que les grades qu'il franchit de manière ascendante, comme tout officier, et les responsabilités toujours plus importantes qu'il occupe depuis son entrée à West Point en 1911 contribuent à cet effet de distorsion, c'est oublier que ces occasions de briller sont limitées dans une Amérique de l'entre-deux-guerres, peu investie dans les affaires internationales, avant d'être touchée par la crise économique. En 1939, Dwight Eisenhower est lieutenant-colonel et il pense avoir atteint le sommet de sa carrière. Personne, lui le premier, n'imagine qu'il prendra le commandement des troupes alliées en Europe, et encore moins qu'il deviendra président des États-Unis.